Angela Lucas, âgée de 27 ans, prétend que le 12 novembre 2023, son fils Diego a glissé dans l'escalier et est tombé accidentellement sur un couteau. Cependant, les experts doutent immédiatement de cette version. L'angle de pénétration du couteau, selon les conclusions des criminologues, ne correspond catégoriquement pas à la chute déclarée. Bientôt, les détails découverts par l'enquête dans l'appartement contredisent complètement la déclaration initiale d'Angela. 12 novembre 2023, Brésil. São Paulo, complexe résidentiel de luxe, Jardin Mondego, 12h19. Les caméras de sécurité filment Angela Lucas, 27 ans, sortant de l'ascenseur avec son fils Diego, 7 ans, inconscient dans ses bras. Elle paraît assurée mais désorientée, comportement typique d'une personne en état de choc. Les premiers mots qu'elle prononce au gardien: « Il a glissé dans l'escalier. Il est tombé accidentellement sur un couteau. » La réaction du personnel du complexe est standard. Appel au service d'urgence. L'équipe arrive en 8 minutes. Les secouristes examinent rapidement Diego. La réanimation est impossible. Les médecins constatent immédiatement l'état d'Angela. Choc de gravité moyenne, mains tremblantes, regard figé. Les enquêteurs arrivent 1 heure plus tard. Ils ne font pas confiance à la première version. Selon le protocole, l'examen préliminaire des lieux est obligatoire. Ils montent au 5e étage, appartement 502. La famille Lucas y vit depuis environ 1 an. La scène ne correspond manifestement pas au tableau d'un accident. Dans la cuisine, dans l'évier, se trouve un couteau. Couteau de cuisine, Tramontina, marque typique du Brésil. Le poinçon est soigneusement effacé. Pourquoi? Traces de produits nettoyants, tentative de lavage précipité. Mais pas de sang. Cela inquiète déjà les enquêteurs. Dans la poubelle, ils trouvent un récipient en plastique de snack brésilien traditionnel, pastéis de bacalhau. Sur le couvercle, des taches de sang évidentes. Empreintes seulement d'Angela et Diego. Le récipient ne s'inscrit manifestement pas dans la version initiale des événements. Que faisait-il près du lieu de la chute supposée? Détail clé, le père, Ricardo Lucas, quitte le parking de l'immeuble à 12h07. Ceci est confirmé par les caméras de surveillance. La voiture, BMW X5, voyante, neuve, sort avec assurance et rapidement. Ricardo était manifestement pressé. Peut-être ne savait-il pas ce qui se passait, ou, au contraire, s'est-il empressé de quitter les lieux? Les enquêteurs vérifient immédiatement la déclaration de la voisine Donna Esther. La femme affirme avoir entendu un cri de l'appartement voisin numéro 503, dans lequel joue souvent de la musique forte. La vérification dure 2 heures. La police s'assure que l'appartement voisin était vide au moment de la tragédie. La musique jouait par une enceinte avec minuterie automatique. Le cri entendu par Esther appartenait probablement à Angela et non au voisin. Fausse piste. 12 heures plus tard, arrive le résultat préliminaire de l'autopsie. La conclusion d'expertise constate clairement et sèchement angle de pénétration de la lame, 37 degrés, profondeur de pénétration, 9 cm. La conclusion professionnelle des médecins légistes est catégorique. C'était un coup actif de la main et non une chute accidentelle. L'accident auquel se référait Angela est catégoriquement exclu. L'expertise psychologique d'Angela Lucas est menée le 15 janvier 2024, 2 mois après l'incident dans le complexe Jardin Mondego. Pendant ce temps, l'enquête s'est concentrée sur la compréhension de son état et de ses motifs. Le rapport des psychiatres révèle une nouvelle facette. Angela souffrait de dépression postpartum prolongée. La maladie était cachée. Dans la famille et chez les amis, personne ne soupçonnait à quel point elle s'était profondément plongée dans ses propres problèmes. Les experts découvrent des preuves qu'Angela prenait des antidépresseurs sans ordonnance, sans en informer son médecin traitant. L'état de dépression, cependant,
ne devient pas automatiquement une défense ou une justification. Les experts expliquent, la dépression est un facteur influençant le comportement, mais n'exclut pas la responsabilité d'actions conscientes. Les détails de la situation financière d'Angela ajoutent du contexte. Dans les rapports bancaires apparaît une information importante. Un reçu SMS d'une pharmacie en ligne portugaise confirme l'achat d'antidépresseurs. Le montant du paiement s'élève à 38 €. C'est une procédure tout à fait réaliste pour le Portugal de fin 2023. Est également révélée une dette de microcrédit, environ 900 €. Les analystes de l'enquête confirment les transactions en utilisant les API bancaires. Les psychiatres expliquent que les problèmes financiers couplés à l'instabilité émotionnelle créent des conditions favorables pour des actes impulsifs. Ce n'est pas nécessairement l'intention de nuire, mais le risque augmente. L'avocat d'Angela Lucas déclare une ligne de défense basée sur l'état d'affect. L'expertise confirme partiellement l'impulsivité et la spontanéité du comportement de la suspecte dans des situations stressantes. Cependant, selon eux, dans ce cas, aucun signe de perte totale de contrôle n'a été révélé. Angela affirme qu'elle ne se souvient pratiquement pas des détails de ce jour, décrivant les événements par des phrases générales et des souvenirs flous. Ces récits varient de « il est simplement tombé » à « je n'ai pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit ». Les psychologues notent ici non pas l'amnésie, mais un mécanisme de défense typique de la psyché au moment d'une crise émotionnelle aiguë. Le procureur, analysant les conclusions, sous-entend que les comprimés auraient pu causer une confusion mentale. L'enquête travaille activement sur la version d'actions involontaires sous l'influence de médicaments, mais pour l'instant ce n'est qu'une supposition sans confirmation définitive. La version du procureur sur l'absence totale d'intention due aux antidépresseurs est vérifiée par les experts. Cependant, les psychiatres rejettent rapidement la perte totale de contrôle due aux médicaments. Le médicament révélé dans les analyses d'Angela ne conduit pas à des troubles profonds de la conscience et ne rend pas une personne irresponsable. Il souligne que la prise d'antidépresseurs peut atténuer les réactions émotionnelles, mais ne peut pas complètement effacer la conscience de ce qui se passe. Cette supposition du procureur est finalement reconnue comme une fausse piste et fermée. En même temps, les enquêteurs reçoivent le rapport des traceurs sur le couteau. Conclusion. Du sang a été découvert à l'intérieur du manche du couteau, caché par une tentative soigneuse de le laver. Ceci indique une action consciente. Quelqu'un voulait que les traces disparaissent, pas simplement un rinçage accidentel. Les experts sont sûrs. Une telle méthode de nettoyage nécessite un contrôle total des actions, une intention stable et du temps. Ceci contredit complètement la version d'une perte impulsive de contrôle, renforçant les doutes de l'enquête sur les paroles d'Angela Lucas. Le 13 novembre, les enquêteurs reconstituent la correspondance numérique des époux Ricardo et Angela Lucas. WhatsApp fournit l'historique complet des messages de la semaine précédant l'incident, et là se découvrent non seulement des conversations tendues, c'est un véritable échange d'accusations mutuelles. Cette correspondance oblige à regarder différemment les relations familiales et la tension dans laquelle vivaient les Lucas ces derniers mois. Dans les messages, ni Angela, ni Ricardo ne cherchent à retenir leurs mots. C'est une confrontation ouverte, dans laquelle se sent un degré extrême de désespoir et de fatigue. C'est précisément de ces messages que les enquêteurs tentent d'extraire des indices sur ce qui s'est passé. L'un des moments clés devient un message vocal de Ricardo, envoyé le soir du 9 novembre. « Je suis fatigué de tout payer, assez de croquettes et de crédit. » Les enquêteurs fixent précisément ce commentaire, car il se lie directement à la tension financière dans la famille révélée précédemment. Ce message coïncide complètement avec les transactions bancaires découvertes. Le relevé de la carte de Ricardo montre que le soir du 11 novembre, il achète effectivement un récipient de snack portugais traditionnel pastéi de bacalhau dans un supermarché local. C'est ce même récipient trouvé plus tard avec des traces de sang. Maintenant, l'enquête a une question. Était-ce un cadeau ou encore un motif de conflit ? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse définitive, mais le fait demeure.
Ricardo achète de la nourriture qu'il mentionne dans la correspondance, dans le contexte d'un mécontentement financier. Malgré les faits évidents, Ricardo Lucas a un alibi solide. Il était absent de l'appartement, et ceci est confirmé par les caméras de surveillance du parking. Il a quitté le territoire à 12h07, 12 minutes avant l'événement enregistré. Cependant, l'enquête n'exclut pas le motif émotionnel qui aurait pu influencer le développement des événements. Des messages, c'est clair. Ricardo se préparait à rompre la relation. Distance émotionnelle, revendications financières et fatigue des dettes, tout cela décrit le contexte sur lequel la tragédie aurait pu se développer. Lors de l'interrogatoire, Ricardo répète qu'il ne connaissait pas les intentions d'Angela et qu'il n'avait aucune raison de mettre quelque chose en scène. Néanmoins, l'enquête ne ferme pas la question d'une possible implication ou influence de Ricardo sur ce qui s'est passé par l'intermédiaire d'Angela. Au cours de la discussion des motifs et scénarios, l'enquêteur exprime prudemment une supposition. Ricardo aurait-il pu s'entendre avec Angela pour mettre en scène un accident afin d'obtenir un important versement d'assurance ? La version n'est pas absurde. Angela éprouvait des difficultés financières et Ricardo exprimait clairement sa fatigue des dettes sans fin. Un possible complot dans le but de résoudre les problèmes financiers n'est pas encore confirmé. Il n'y a pas de preuves directes et Ricardo nie catégoriquement une telle version. Cependant, l'enquête garde pour l'instant cette variante comme scénario de travail, bien que la confiance en elle soit extrêmement faible. L'enquête étudie parallèlement les détails des déplacements de Ricardo le jour de la tragédie. Un détail attire leur attention particulière. Dans les matériaux de l'affaire se trouve un enregistrement du dispositif GPS du camion de Ricardo, ayant fixé un comportement étrange de la machine exactement à 12h19. C'est précisément à ce moment, selon les caméras, qu'Angela apparaît dans l'ascenseur avec Diego dans ses bras. Le camion de Ricardo accélère brusquement, comme s'il quittait précipitamment quelque endroit ou réagissait à un appel urgent. Qu'est-ce qui aurait pu le forcer à accélérer si soudainement ? Les détails de l'appel ne sont pas encore révélés. L'enquête décide de vérifier si ces deux faits sont liés, l'appel et la tragédie dans l'appartement. Ce détail force à nouveau à reconsidérer l'alibi de Ricardo et son rôle possible. Le 30 novembre, près de 3 semaines après la tragédie dans le complexe résidentiel Jardin Mondego, le technicien du fournisseur de stockage Cloud, responsable de la vidéosurveillance, fait une découverte inattendue. L'enregistrement de la caméra dans l'ascenseur au moment critique, à 12h19 le jour de l'incident, se révèle coupé exactement de 4 secondes. Cela ne ressemble pas à une panne standard. Le technicien informe immédiatement l'enquête et l'équipe d'experts numériques restaure la copie de sauvegarde du stockage externe. L'enregistrement, précédemment considéré comme complet et non endommagé, montre maintenant un tableau complètement différent de ce qui s'est passé. Dans la vidéo restaurée, on remarque le moment le plus important. Angela Lucas sort d'abord de l'ascenseur seule. Elle fait un pas en avant, comme si elle avait oublié quelque chose ou n'était pas sûre de ses actions. Exactement 4 secondes plus tard, elle réapparaît dans le cadre, maintenant avec Diego dans ses bras, ne montrant aucun signe de conscience. Ces 4 secondes détruisent complètement la version initiale d'Angela selon laquelle tout s'est passé dans l'escalier. Le palier d'escalier n'est pas visible dans le cadre, mais maintenant c'est clair. Quelque chose de grave s'est passé avant que la mère n'entre dans l'ascenseur. Les enquêteurs convoquent immédiatement Angela pour un interrogatoire supplémentaire. Les questions de l'enquête sont extrêmement précises et clairement formulées. Pourquoi est-elle d'abord sortie seule ? Où exactement se trouvait Diego pendant ces 4 secondes quand Angela était absente de l'ascenseur ? Les réponses d'Angela deviennent encore plus incertaines. Elle n'était manifestement pas préparée à une telle découverte. Maintenant, l'enquête ne croit plus à la version principale des événements, la chute dans l'escalier. Au lieu de cela, un nouveau tableau commence à se dessiner. L'enquête est sûre. Quelque chose s'est passé précisément à l'étage, et non dans l'escalier. Angela Lucas n'est toujours pas en mesure de donner une explication à cette lacune temporelle dans son récit. Cependant, le jeune concierge, travaillant dans le complexe récemment, donne une explication alternative.
Il affirme que le système de vidéosurveillance dans l'ascenseur a déjà démontré des pannes à plusieurs reprises. Selon lui, les courtes coupures de vidéo se sont produites à plusieurs reprises. Le concierge assure que la manipulation est exclue et insiste sur le fait que ces 4 secondes auraient pu simplement disparaître pour des raisons techniques. Cette version oblige les enquêteurs à se détourner brièvement vers la vérification des dysfonctionnements techniques. Les experts vérifient soigneusement les logs et l'état de l'équipement. Cependant, aucune confirmation de panne régulière de ce type exact n'est trouvée. Cette version de dysfonctionnement technique commence à s'affaiblir, bien qu'elle ne soit pas fermée définitivement. Parallèlement, l'équipe d'ingénieurs vérifie le journal technique de l'ascenseur, ce qui conduit à une découverte complètement inattendue. Il s'avère qu'à 12h18 55 secondes, le mode de maintenance technique de l'ascenseur a été activé. Quelqu'un a manuellement basculé le mécanisme de l'ascenseur en mode spécial, Service Mode. Selon l'instruction interne du complexe, seul un technicien avec la clé correspondante ou une personne qui a une telle clé peut le faire. Au moment de la tragédie, l'ascenseur était manifestement utilisé sans accès standard de résidents. Cela fait porter le soupçon sur le père de Diego, Ricardo Luca. Les enquêteurs savent que parmi les outils de Ricardo, travaillant avec des camions de fret, il y a des clés et des dispositifs techniques capables d'activer de tels modes. Maintenant apparaît la possibilité que le père ait quand même pu contrôler la situation à distance, ou bien ait préparé à l'avance les conditions pour mettre en scène un accident. L'information sur la clé n'est pas encore complète, et l'enquête ne révèle pas les détails de son universalité. Pour l'instant, la version d'une possible implication de Ricardo redevient de travail. Aussi, à cette étape, l'enquête ferme définitivement les doutes concernant les témoignages de la voisine Donna Esther. C'est précisément elle qui avait précédemment rapporté le cri qu'elle avait entendu vers 12h18. Maintenant, grâce aux données techniques de l'ascenseur, l'heure du cri est confirmée absolument précisément. Maintenant, l'enquête est convaincue. Le cri entendu par Esther appartenait précisément à Angela, et cela s'est produit littéralement quelques secondes avant que la caméra ne fixe son apparition dans l'ascenseur. 20 avril 2024. La salle d'audience de São Paulo est comble. Journalistes et observateurs suivent attentivement chaque mot du juge, chaque mouvement du procureur. Angela Lucas est assise, immobile, son regard dirigé vers l'avant, pas le moindre signe d'émotion. Le juge commence à lire la conclusion définitive de l'enquête et la décision judiciaire. Il reconstitue soigneusement la chronologie des événements de ce jour fatal. L'enquête a confirmé le tableau complet de ce qui s'est passé. Le 12 novembre 2023, à 12h18, une dispute éclate entre Angela et Diego, causée par les revendications financières habituelles et les pastilles de bacalhau achetées la veille. Angela, se trouvant dans un état d'effondrement émotionnel, perd le contrôle et porte un coup unique et fatal avec le couteau de cuisine Tramontina. La confirmation est fournie par les restes de sang sur le récipient des snacks. Ce qui causait précédemment la perplexité devient maintenant la preuve clé. À 12h18 55 secondes, Angela active consciemment le mode de maintenance technique de l'ascenseur pour masquer le véritable tableau de l'incident sous un accident. Elle descend rapidement seule en bas, évalue la cage d'escalier et prend la décision de falsifier l'événement. Ces 4 secondes d'absence sur l'enregistrement vidéo ont été soigneusement cachées par montage, mais la copie de sauvegarde du stockage externe a permis de restaurer complètement le véritable cours des événements. Les experts médico-légaux de 3 instituts indépendants ont confirmé catégoriquement l'angle de pénétration du couteau de 37 degrés ne correspond en aucun cas à la version d'une chute accidentelle. C'était un coup conscient et contrôlé de la main de haut en bas, excluant absolument toute explication de chute sur un couteau. Les experts traceurs, ayant examiné le couteau, ont confirmé les microparticules d'acier du manche correspondent complètement à celles qui ont été découvertes dans le canal de la blessure. Ceci confirme la version unique, coup précisément avec ce couteau. Les spécialistes techniques, ayant étudié le stockage de sauvegarde des enregistrements vidéo, ont catégoriquement rejeté la supposition de panne technique, avancée par le jeune concierge.
L'enregistrement a été consciemment et intentionnellement coupé, ce qui exclut la version d'erreur accidentelle. Le traceur GPS de la voiture de Ricardo Lucas montre son déplacement avec une précision absolue. À 12h19, le père se trouvait déjà à une distance de 17 km de la maison sur l'autoroute A1. Ainsi, la version de sa participation possible est complètement exclue. L'avocat d'Angela, dans le dernier discours, demande au tribunal de tenir compte de l'état de sa protégée, déclarant que le coup a été porté dans un état d'affect et exige la requalification de l'affaire en coup et blessures graves. Cependant, le procureur répond sèchement et avec assurance. Il montre au tribunal le couteau Tramontina avec le sang lavé sur le manche, accentuant que ces actions d'Angela ne sont pas simplement émotionnelles. Elles sont intentionnelles et conscientes. Ceci devient l'argument clé de l'accusation. Le silence dans la salle est absolu. Le juge annonce une pause pour prendre la décision finale. Personne ne part. Tous attendent. Une demi-heure plus tard, le juge revient et annonce le verdict. Angela Lucas est reconnue coupable d'avoir commis un crime qualifié comme préjudice intentionnel ayant entraîné des conséquences irréversibles. La sentence : 14 ans de privation de liberté. Angela ne réagit pas. Ni soulagement, ni désespoir, aucune manifestation extérieure de sentiment. Le visage absolument immobile, regard vitreux. Elle se lève silencieusement, suivant l'escorte, et quitte la salle d'audience. Les journalistes commencent à ranger leur matériel. Les caméras s'éteignent. S'installe un silence froid et absolu. Le procès judiciaire est terminé. La fin est sèche et nette, comme toute l'histoire, sans la moindre tentative de lui donner une teinte émotionnelle. La police est arrivée après de nombreuses plaintes concernant une odeur pénétrante provenant de la maison dans la villa Casa da Lagoa, exactement derrière une porte d'armoire fermement verrouillée dans la chambre d'amis, qui était vissée avec des vis de tôle et scellée avec une couche de mastic d'étanchéité. Les officiers ont découvert Ana Ferran, qui avait disparu il y a 1 mois. Son mari, João Ferran, avait assuré à tous qu'elle était partie en retraite à Lisbonne. Le protocole de police sur les lieux du crime a enregistré que les portes de la maison étaient verrouillées de l'intérieur. Les fenêtres étaient fermées, aucune trace d'effraction ou d'intrusion. La villa Casa da Lagoa, une propriété de luxe typique en périphérie d'un quartier tranquille près de Setúbal au Portugal. Une zone silencieuse, des voisins aisés. Personne n'était habitué aux voitures de police devant ses portes. Cependant, les résidents ont commencé à remarquer des bizarreries depuis fin novembre. Il y a environ 1 semaine, le 28 novembre, les voisins ont signalé à la communauté une odeur désagréable qui provenait de la propriété des Ferran. Ils l'ont décrite comme pénétrante, lourde, insupportable, une odeur qui traversait des haies denses et de hauts murs de pierre. Personne n'entrait dans la maison. Le mari d'Anna, l'homme d'affaires de 45 ans, João Ferran, apparaissait rarement et était peu bavard. « Ma femme est en retraite, fait du yoga à Lisbonne », répétait-il à quiconque posait des questions. La voisine, Carla Silva, a affirmé qu'elle avait entendu des disputes auparavant, mais était en Espagne au moment de la disparition d'Anna. Ces paroles ne pouvaient initialement ni être confirmées, ni réfutées. La géolocalisation du téléphone d'Anna était la dernière preuve de sa présence à la maison. Le téléphone s'est définitivement éteint le 3 novembre à 2h24 du matin. Depuis lors, aucun signal ne pouvait être reçu nulle part, comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. La technologie de localisation par les tours de téléphonie mobile au Portugal indiquait clairement que l'appareil s'était tu exactement dans les murs de la villa. Lorsque la police a fait irruption dans la maison avec un mandat de perquisition, la chambre d'amis a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. La chambre était rangée, sans signe de lutte. Mais l'armoire avait l'air étrange. Les portes en chêne étaient soigneusement vissées avec des vis de tôle par-dessus une couche dense de mastic d'étanchéité,
Cela ressemblait à une construction préparée à l'avance. Les experts ont ouvert l'armoire avec précaution et ont trouvé ce pourquoi ils étaient venus. Anna Ferran, 42 ans, officiellement signalée comme disparue, était là. La confirmation de son identité a pris littéralement quelques minutes. Caractéristiques spéciales, vêtements, bijoux. Une bizarrerie a été immédiatement remarquée. Autour de l'endroit où Anna a été trouvée, régnait une propreté stérile, comme si quelqu'un avait soigneusement nettoyé après que tout soit fini. L'exception, un petit détail qui a intrigué les techniciens criminels. Sur le tapis, à côté de l'armoire en chêne, un cheveu long et blond a été trouvé. Un indice petit, mais important, qui soulevait de nombreuses questions. Anna elle-même avait des cheveux foncés, presque noirs, ce qu'ont immédiatement confirmé les photos et les déclarations de connaissance. Dans l'affaire se dessinait la silhouette d'une personne extérieure, possiblement une participante féminine, une piste qui devait être suivie avec la plus grande prudence. L'examen textile a révélé une autre bizarrerie. Les fibres trouvées sur la taille d'oreiller provenaient de la chambre d'amis. Mais pourquoi Anna avait-elle passé la dernière nuit non pas dans sa propre chambre, à côté de son mari, mais exactement ici? Il n'y avait pas de réponse. Le premier interrogatoire de João Ferran n'a pas apporté de clarté. Sa version sonnait convaincante. Sans pause, Anna était partie volontairement à Lisbonne pour une retraite spirituelle. Il se référait à des messages qu'il aurait reçus d'elle jusqu'à l'extinction du téléphone. Les messages avaient été brefs et n'avaient donné aucune raison de s'inquiéter, dit-il. Le téléphone s'était tu de lui-même, et il ne s'était pas inquiété, car il avait vu cela comme faisant partie de la retraite. Cependant, les paroles de João ne correspondaient pas aux résultats de l'examen médico-légal. L'expert a clairement établi le moment où Anna avait cessé de donner des signes de vie, approximativement à 2h30 du matin, le 3 novembre. C'était presque exactement le moment où le téléphone s'était éteint. La question ? Qui contrôlait son appareil après ce moment et envoyait des messages à João ? Les enquêtes se sont concentrées sur cet aspect. Il était important de comprendre la chaîne d'action et surtout de découvrir qui était avec Anna dans les dernières minutes quand le signal du téléphone portable s'est définitivement coupé. Jusqu'à présent, il n'y avait pas assez de preuves pour porter une accusation officielle. João restait un suspect, mais des preuves directes de sa culpabilité ou de sa participation n'avaient pas encore été trouvées. Un autre détail important. Les voisins ont rapporté des visites rares d'une certaine femme à la maison. Le cheveu blond lui appartenait probablement. Mais pour l'instant, ce n'était qu'une piste mince qui pouvait facilement distraire de l'essentiel. Après que les enquêtes se soient concentrées sur les détails autour de la dernière nuit d'Anna, l'attention des enquêteurs s'est dirigée vers la personnalité de son mari, João Ferran. João, 45 ans, était un entrepreneur prospère dont la vie semblait extrêmement ordinaire, sans changements abrupts et grandes émotions. Même maintenant, après la découverte d'Anna, voisins et connaissances étaient d'accord. Personne n'avait remarqué d'éclat émotionnel ou de chagrin. Il maintenait un comportement presque parfaitement équilibré. Les premiers interrogatoires ont révélé un schéma de comportement étrange chez João. Il parlait peu, répondait strictement de manière factuelle, comme s'il s'était préparé à chaque conversation à l'avance. La police l'observait depuis début novembre, quand Anna fut officiellement considérée comme disparue. Depuis ce moment, João sortait extrêmement rarement des limites de Setúbal et se déplaçait principalement sur de courtes distances. Affaires, postes, stations-service. Aucun voyage au-delà de quelques kilomètres. Cette routine ne fut pas interrompue pendant presque un mois. Mais les voisins ont remarqué une étrange activité nocturne dans la villa Casa da Lagoa. Déjà, après la disparition d'Anna, des lumières s'allumaient régulièrement dans le bureau de João. Les fenêtres étaient recouvertes de rideaux épais qui amortissaient tout indice de ce qui se passait à l'intérieur. De la maison provenaient régulièrement des bruits de déplacement de quelque chose de lourd, pas des meubles, plutôt des plaques ou des feuilles massives de quelque chose de dense. L'enquête policière a confirmé plus tard.
Il s'agissait de panneaux d'isolation acoustique disponibles en 2022 dans n'importe quel grand magasin de matériaux de construction. Il est devenu clair que João effectuait des réparations. Mais pourquoi la nuit ? Lui-même évitait les réponses directes lors des interrogatoires et expliquait tout par des raisons quotidiennes. Un détail important est apparu après que les enquêteurs s'aient demandé les relevés bancaires de Ferrand. Il s'est avéré que João, le 4 novembre, exactement un jour après la disparition d'Anna, avait acheté des matériaux d'une valeur de 320 € dans le magasin local de matériaux de construction Leroy Merlin, des vis de tôle et du mastic d'étanchéité. Les reçus de caisse et les enregistrements vidéo du magasin ont confirmé sa présence dans le magasin de matériaux. À la question directe sur les raisons de l'achat, João a répondu avec assurance « Il y avait une fuite dans le toit. J'ai dû la réparer d'urgence. C'était logique et crédible. S'il n'y avait pas eu une circonstance, l'équipe d'enquêteurs avait spécifiquement examiné tout le toit de la villa. Aucune trace de réparation récente n'a été trouvée, le toit était sec, aucune trace fraîche de mastic d'étanchéité n'a été découverte. En revanche, les experts ont clairement établi que du mastic d'étanchéité de couleur et de composition identiques a été trouvé exactement dans l'armoire où Anna avait été découverte. C'est-à-dire que l'achat des matériaux correspondait parfaitement à l'endroit de leur utilisation réelle. João ne ressemblait pas à quelqu'un qui commettait souvent des erreurs ou agissait impulsivement. Sa voisine, Carla Silva, son statut, témoin, confirma qu'il avait toujours semblé méticuleux, calme et réservé. L'activité soudaine de réparation nocturne semblait complètement atypique pour lui. Les enquêteurs commencèrent à soupçonner que peut-être tout n'avait pas été un plan criminel, mais la conséquence de la panique et de la tentative de cacher quelque chose d'imprévu. Cette hypothèse fut renforcée par les circonstances de l'achat de matériaux, trop évidentes et claires, quelque chose qu'une personne agissant intentionnellement aurait probablement essayé de cacher. Une version préliminaire émergea. Peut-être Anna avait-elle été blessée d'une manière ou d'une autre accidentellement, et João, ne sachant que faire, avait essayé de cacher ce qui s'était passé en le déguisant comme son absence. Cette version fut considérée, mais était faible en raison de l'absence d'autres signes indirects d'un accident. Mais juste au moment où les enquêteurs commençaient à examiner sérieusement cette hypothèse, une autre bizarrerie apparut, une preuve numérique. En analysant les adresses IP et les traces numériques de l'ordinateur portable familial, il s'avéra que le même ordinateur avait été utilisé dans la nuit du 4 novembre à 3h12, 42 minutes après le temps présumé de la disparition d'Anna pour acheter un billet électronique pour Lisbonne en son nom. Cette circonstance fit immédiatement naître des doutes sur la version de l'accident et de la panique spontanée. Si l'on croyait à la trace numérique, celui qui avait utilisé l'ordinateur avait clairement essayé de créer l'illusion d'un départ volontaire d'Anna. Les enquêteurs commencèrent urgemment à vérifier les détails de l'achat du billet électronique. Comment le paiement avait été effectué, qui réellement pouvait avoir accès aux données bancaires d'Anna, et si l'acheteur avait vraiment espéré que personne ne découvrirait cela. João lui-même affirma à cette phase de l'enquête qu'Anna avait acheté le billet elle-même et n'avait simplement pas eu l'occasion de l'utiliser, car elle avait soudainement décidé de voyager plus tôt et avec un autre moyen de transport. Son comportement resta calme et froid. L'absence de réaction émotionnelle chez Ferrao ressortait particulièrement dans le contexte des événements. Cependant, elle ne permettait pas aux enquêteurs de l'interpréter immédiatement comme un aveu de culpabilité. Pendant que la police analysait la trace numérique du billet, d'autres activités en ligne depuis le même dispositif furent également vérifiées. Une attention particulière fut accordée aux recherches et aux tentatives de contacter quelqu'un via la messagerie aux mêmes heures. Après que les enquêtes se soient concentrées sur la trace numérique, un détail intéressant fit surface. Le numéro de téléphone d'Anna, qui officiellement avait fait silence dans la nuit du 3 novembre, montra inopinément des signes de vie le 6 novembre. Les proches confirmèrent que la mère d'Anna avait reçu un SMS en son nom, soi-disant depuis Lisbonne. « Tout va bien, je reviens bientôt », disait le message. Mais quand les enquêteurs vérifièrent les données du fournisseur de téléphonie mobile, cela devint évident.
La carte SIM depuis laquelle le message avait été envoyé ne se trouvait pas du tout dans la capitale à ce moment-là. Elle fut activée à Albufeira, une petite ville dans le sud du Portugal, à plus de 200 km de Lisbonne. Pendant que la police enquêtait sur ce fait, les enquêteurs commencèrent parallèlement à vérifier le cercle le plus proche d'Anna. Au centre se trouvait son frère, Thomas. Précédemment, il était resté hors du champ de vision des enquêteurs. Thomas, un comptable de 39 ans, vivait séparément et depuis quelques mois n'entretenait plus de relations étroites avec sa sœur. Il évitait le contact et était rarement présent aux célébrations familiales. Lors de l'interrogatoire, Thomas admit que lui et Anna avaient effectivement eu un conflit. La raison ? Un appartement hérité conjointement à Casquet, qu'ils avaient reçu de leurs parents. D'abord, ils voulaient le vendre et partager l'argent, mais ensuite une dispute surgit. Thomas voulait racheter la part de sa sœur. Mais le prix ne convenait à aucun des deux pendant longtemps. Il y a 1 an, la dispute avait escaladé en scandale qui fut enregistré dans des messages WhatsApp. Mais après l'intervention d'avocats en mai 2022, ils signèrent un accord de conciliation. La vérification de la correspondance confirma cette information. Un enregistrement détaillé d'une conversation fut trouvé dans laquelle Anna exigeait le paiement d'une dette. Les documents financiers des banques confirmèrent que Thomas lui avait effectivement transféré 10 000 € exactement 1 mois avant sa disparition. À la question de la police sur le transfert, Thomas répondit calmement « Je lui ai seulement remboursé ses dettes. C'est tout. » D'un point de vue technique, ces paroles furent entièrement confirmées par les relevés bancaires. La théorie du chantage financier ou du conflit caché commença à s'effriter. Tous les détails de l'accord et du transfert semblaient transparents. Il n'y avait pas de motif évident pour un conflit ou le désir de nuire à sa sœur chez Thomas. Finalement, les enquêteurs durent classer cette version. Le retour au message téléphonique du 6 novembre, cependant, ouvrit une autre ligne d'enquête. Quelqu'un avait évidemment essayé de créer l'illusion qu'Anna se trouvait ailleurs, vivante et indemne. Mais qui exactement aurait pu faire cela ? Pour le moment, cela restait peu clair. Lors d'une vérification détaillée des tours de téléphonie mobile à Albufeira, la police ne trouva aucune correspondance avec les mouvements de João. Cela signifiait que le téléphone à ce moment-là était entre les mains d'une tierce personne. Cette fois, les enquêteurs dirigèrent leur attention vers les connaissances et amis d'Anna. Toutes les personnes de son cercle proche qui pourraient potentiellement avoir accès à son téléphone ou à ses données personnelles furent vérifiées. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de résultat. Aucune des connaissances proches ne se trouvait à Albufeira pendant cette période. Mais l'importance de cette nouvelle preuve ne pouvait être niée. Les enquêteurs obtinrent la confirmation qu'Anna n'aurait physiquement pas pu envoyer ce message. La carte SIM se trouvait ce jour-là loin de sa localisation déclarée, et cela contredisait les paroles de João, qui affirmait encore obstinément que sa femme se trouvait volontairement à Lisbonne. Des interrogatoires supplémentaires de proches ne produisirent pas plus d'informations sur le possible propriétaire du téléphone. La mère d'Anna confirma également que le style et la manière du message correspondaient entièrement au comportement habituel de sa fille. Mais la correspondance était purement superficielle et n'excluait pas que quelqu'un connaisse simplement Anna assez bien et puisse falsifier le message. À cette phase, la police décida de garder les informations sur le téléphone aussi secrètes que possible et de ne révéler les détails sur ses mouvements et spécifications techniques, même pas aux proches les plus proches. Les enquêteurs voulaient garder cette preuve secrète, espérant que la personne qui contrôlait le téléphone se montrerait encore une fois. Les mesures d'enquête continuèrent intensément. Les techniciens criminalistiques furent envoyés à nouveau dans la maison d'Anna et João pour la réviser encore et exclure les détails négligés. Une attention particulière fut accordée à nouveau à la chambre d'amis et au bureau de João. Et bien qu'aucune preuve directe n'y fût trouvée, la question s'intensifia de plus en plus sur qui exactement avait aidé à créer l'illusion du voyage d'Anna à Lisbonne. Les voisins continuèrent à éviter les commentaires directs et confirmèrent seulement que la maison semblait suspecteusement calme après la disparition d'Anna. João n'assistait pas aux réunions communautaires, ignorait les appels et lettres avec des offres d'aide. Il continuait à s'enfermer dans son propre monde
ne changeait pas du tout sa routine et refusait de réagir aux événements autour de lui. Pour les enquêteurs, il devenait de plus en plus clair que derrière le comportement sec et apparemment ordinaire se cachait beaucoup plus. C'est précisément pour cela que le focus des enquêtes se déplaça plus près de l'environnement direct d'Anna et la recherche de ceux qui pourraient avoir intérêt à créer de fausses preuves de son séjour dans une autre ville. Les enquêtes continuèrent à suivre la piste du téléphone d'Anna, mais la situation prit un nouveau tournant après une découverte inattendue d'un technicien des services municipaux qui s'occupait de la zone de la villa Casa d'Alagoa. Pendant un nettoyage programmé des évacuations d'eau de pluie, le technicien découvrit un sac en plastique dans lequel se trouvait une partie déchirée d'un billet de Red Expressos. Sur le billet se trouvait un code QR bien conservé qui permit de déterminer les détails du voyage. Les experts déchiffrèrent immédiatement l'information. Le billet avait été acheté en ligne et était valable pour un bus qui parcourait une distance de 251 km. Heure de départ, 7h15 du matin, le 5 novembre. La compagnie d'autobus confirma rapidement les données du billet. L'itinéraire allait de Setúbal à Lisbonne et coïncidait logiquement avec le voyage d'Anna que João avait mentionné. Les enquêteurs demandèrent immédiatement les enregistrements vidéo de la gare routière de Setúbal pour le jour indiqué. Sur les enregistrements d'une caméra de surveillance dans la zone des tourniquets de la gare routière, apparut un homme qui passait avec confiance par le contrôle. Il montra manifestement un billet et s'en débarrassa rapidement, le jetant directement dans une poubelle sur le quai. En examinant de plus près, les enquêteurs remarquèrent, malgré la mauvaise qualité de l'enregistrement vidéo, à son poignet un bracelet d'un modèle inhabituel, Garmin, qui ressemblait beaucoup à celui que portait João. João fut convoqué pour un autre interrogatoire où les enregistrements de la caméra lui furent montrés. Sa réaction fut réservée et confiante. Il nia que l'homme sur les enregistrements soit lui et affirma qu'il y avait beaucoup de bracelets similaires. Une vérification de la popularité de ce modèle fut lancée et il s'avéra que la version de João pourrait être correcte. Les bracelets Garmin sont effectivement populaires parmi les personnes avec sa richesse et son statut social. Mais le modèle concret qui se voyait sur les enregistrements était rare et avait une édition limitée. Pour exclure complètement une coïncidence, les enquêteurs menèrent une vérification approfondie des affaires de João et trouvèrent une preuve importante, le reçu d'achat de son bracelet Garmin. L'achat avait eu lieu déjà en l'année 2019. Le plus important était que sur le reçu se trouvait un numéro de série qui coïncidait complètement avec le numéro de série de l'appareil qui avait été capturé par la caméra à la gare routière. Maintenant, la version d'un sosie qui avait mis en scène le voyage à la place de João spécifiquement était complètement écartée. Les enquêteurs déterminèrent, João était allé personnellement à la gare routière et avait mis en scène le voyage d'Anna à Lisbonne. Il avait jeté le billet intentionnellement sur le quai, probablement en supposant que personne ne le trouverait. Le fait qu'une partie du billet ait été trouvée près de sa maison confirma le soupçon que João, par peur d'une possible découverte, était revenu et avait tenté de détruire les preuves en jetant le billet dans l'évacuation d'eau de pluie près de la villa. L'étau des preuves autour du mari d'Anna se resserrait de plus en plus. Il apparaissait de plus en plus de confirmations que exactement lui pourrait avoir été impliqué dans la tentative de dissimuler sa disparition. Malgré la pression, cependant, João continuait à montrer une maîtrise de soi enviable. Il s'en tenait fermement à la version qu'il n'était allé nulle part et ne savait pas qui aurait pu utiliser son bracelet. L'avocat de João préparait déjà activement une stratégie de défense et insistait sur l'insuffisance des preuves pour la culpabilité directe de son client. Pendant ce temps, la police avait considérablement élargi le rayon de recherche de possibles falsifications et manipulations numériques que João avait commises dans ses tentatives de créer un alibi. Ses autres achats en ligne, billets électroniques, messages et correspondances furent également vérifiés. Il était nécessaire de comprendre à quel point il avait pénétré dans la planification et jusqu'où s'étendait le réseau de sa tromperie. Les interrogatoires des voisins ne révélèrent à nouveau aucun détail substantiel. Les résidents du quartier noble tranquille essayaient d'éviter les commentaires, par peur des conséquences d'une participation ouverte à une histoire criminelle sensationnelle. Mais c'était évident. Le billet trouvé fut la première grande erreur que João avait commise.
Exactement cette erreur permit aux enquêteurs de s'approcher très près de lui et de dissiper les derniers doutes sur son rôle dans la disparition d'Anna. La police cherchait encore l'emplacement physique du téléphone, dans l'espoir de trouver des traces de celui-ci ou au moins des confirmations indirectes de où il s'était trouvé après le 6 novembre. Cette information ne fut pas révélée pour le moment. Les détectives étaient sûrs. Le téléphone était une preuve clé qui confirmerait ou exclurait définitivement la participation de tiers. La direction de l'enquête reconnut officiellement la découverte fortuite d'un employé technique dans le drainage d'eau de pluie devint un point tournant critique dans les enquêtes et conduisit à une preuve clé contre João. Maintenant, les enquêteurs travaillaient pour confirmer définitivement les circonstances et motifs de ce qui s'était passé. Exactement pour cela, la police passa à une analyse détaillée de traces numériques et d'autres détails qui pourraient éclairer les dernières actions du mari d'Anna au moment de sa disparition. Les enquêteurs examinèrent soigneusement les enregistrements vidéo de l'aéroport de Faro du soir du 2 novembre. Carla Silva, la voisine d'Anna et João, fit l'enregistrement avec confiance pour le vol Faro-Madrid à 22h50. Les caméras enregistrèrent clairement son embarquement et un tampon dans le passeport confirma son arrivée en Espagne. Ainsi, l'alibi de Carla était solide comme un roc. La question cependant de pourquoi exactement elle avait alerté la police en premier sur le cheveu blond suspect dans la maison d'Anna amena les détectives à examiner de plus près son passé. Une enquête détaillée de la correspondance sur les réseaux sociaux révéla de manière inattendue un épisode d'il y a longtemps sur lequel Carla avait préféré se taire. En l'année 2018, elle avait eu une brève aventure avec João. La correspondance était intime, avec des expressions émotionnelles détaillées des deux. Les participants eux-mêmes affirmaient cependant que la romance avait pris fin rapidement, et depuis 2020, ils n'avaient maintenu aucune connexion, sauf des contacts de voisinage formels. Carla fut convoquée pour un interrogatoire supplémentaire. Elle ne cacha pas l'ancienne relation et expliqua son silence par le désir de ne pas être impliquée dans un scandale. Son attention aux cheveux, elle l'expliqua simplement, comme pure coïncidence. Elle était entrée dans la maison à la demande de la police, avait vu le cheveu inhabituel et l'avait signalé aux enquêteurs. Elle semblait sincèrement surprise que cet épisode ait attiré autant d'attention. Les experts vérifièrent immédiatement le cheveu qui avait été trouvé près de l'endroit où Anna fut trouvée. Les examens de laboratoire ADN donnèrent un résultat inattendu. Le cheveu ne provenait pas d'un humain. C'était le poil d'un Golden Retriever. Exactement ce type de chien possédait Carla. L'apparition du poil dans la maison semblait maintenant moins suspecte. Carla confirma que son animal de compagnie avait effectivement été en visite chez Anna et João il y a environ 1 an. Ainsi, la version que la voisine était d'une manière ou d'une autre liée à ce qui s'était passé s'effondra complètement. Carla Silva fut officiellement innocentée de tout soupçon. Son apparition et la révélation de l'aventure, cependant, jetèrent une ombre sur la personnalité de João. Les policiers se concentrèrent à nouveau sur l'enquête des particularités de son comportement et de son état mental. C'est exactement alors qu'apparut un nouveau détail important. Un rapport demandé judiciairement d'une chaîne de pharmacie montra que João, au cours d'une année, avait régulièrement acheté un somnifère appelé Zolpidem. Et il ne s'agissait pas de la dose standard pour de rares cas d'insomnie, mais de 12 paquets du médicament, acquis sans ordonnance officielle. Ce médicament avait la réputation d'être un remède puissant contre l'insomnie, mais sa consommation en de telles quantités pourrait provoquer des troubles du comportement, voire une perte de mémoire et des changements de personnalité. Les enquêteurs consultèrent immédiatement un psychiatre qui confirma les risques possibles d'une consommation excessive du produit. Avec un usage à long terme et des doses considérables, des épisodes de comportement incontrôlé et de confusion pourraient survenir. João dut se soumettre à nouveau à un interrogatoire détaillé. Cette fois, il fut obligé d'admettre qu'il souffrait effectivement d'insomnie sévère depuis plusieurs années. Il ne nia pas non plus la consommation du médicament puissant, mais souligna énergiquement qu'il n'avait jamais dépassé la dose et n'avait remarqué aucun effet secondaire chez lui. Les enquêteurs remarquèrent cependant une autre particularité. Lors de la perquisition de la maison et de l'examen détaillé du bureau de João, aucun médicament ne fut trouvé. Si le produit était acheté régulièrement et en grande quantité par lui,
Où exactement était-il conservé et pourquoi n'y avait-il pas de reste? Ce détail fit à nouveau soupçonner les enquêteurs que João tentait de dissimuler des preuves et affichait un comportement préparé. Il devint clair qu'il agissait consciemment et délibérément, et sa constante dénégation et son comportement calme pouvaient bien faire partie d'une stratégie de défense. Les détectives reprirent des conversations avec des personnes de l'entourage de João et tentèrent de comprendre à quel point des signes d'instabilité mentale se montraient clairement dans son comportement. Les voisins admirent avoir remarqué sa distance et sa réserve, mais interprétèrent cela comme des traits normaux du caractère d'un homme aisé et introverti. Personne ne vit quelque chose de menaçant dans ses actions. Maintenant, cependant, s'ouvrait pour les enquêteurs une direction d'investigation complètement nouvelle. Il ne s'agissait plus de jalousie banale, ni de conflits financiers, mais d'un problème psychique profond, caché des regards étrangers, qui pourrait avoir mené à une tragédie. Précisément dans cette direction commencèrent à construire leur version les techniciens criminalistes et psychologues. L'équipe d'enquêteurs reçut l'instruction de traiter avec un soin extrême les informations sur l'état mental du suspect, de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais d'examiner méthodiquement son comportement et ses achats de médicaments. Les agents examinèrent soigneusement chaque action qui pourrait indiquer une influence intentionnelle ou involontaire des produits sur le comportement de João. Précisément à cette phase, il devint évident que le mari d'Anna pourrait avoir utilisé les médicaments non seulement pour combattre l'insomnie, mais possiblement aussi pour induire un état agréable pour lui. Mais le motif pour cela restait pour l'instant dans l'obscurité. Jusqu'en février 2023, après une série de recherches infructueuses de motifs et circonstances externes, les enquêteurs s'approfondirent dans les documents personnels d'Anna Ferran elle-même. L'évaluation de ses archives numériques montra un côté inattendu dans la vie de la femme que beaucoup enviaient extérieurement pour son bien-être et son harmonie familiale. Une attention particulière attira la correspondance d'Anna dans un forum de fitness où elle était une utilisatrice active. Parmi des messages banals sur le sport et la nutrition, se trouva inopinément une franchise douloureuse d'Anna. Dans une correspondance de l'automne 2022, Anna décrivit en détail un problème sérieux, les ronflements extrêmement forts de João. Pour la femme, ce n'était pas seulement un désagrément quotidien, mais un véritable supplice, à cause duquel elle avait pratiquement complètement perdu son sommeil normal. Les mots étaient durs, parfois âpres. Anna partageait évidemment ses expériences sous tension émotionnelle. La vérification ultérieure du stockage cloud, où le journal d'Anna était automatiquement copié, révéla des informations encore plus importantes. La dernière entrée du 2 novembre, quelques heures avant sa disparition, était brève et très concrète. Anna écrivit littéralement « Aujourd'hui, je dis à João que je dormirai séparément. » L'entrée était datée à 23h47, pratiquement 2h30 avant que le téléphone d'Anna ne se taise définitivement. Cette entrée contredisait les déclarations de João, qui avait précédemment nié catégoriquement tout conflit et avait affirmé qu'il n'y avait eu aucune conversation sur le fait de dormir séparément ou sur le déménagement d'Anna dans une autre chambre. Les enquêteurs le convoquèrent immédiatement pour un nouvel interrogatoire et lui montrèrent les entrées du journal de sa femme. João, restant extérieurement calme, nia à nouveau la dispute. Il insista sur le fait que l'entrée avait probablement été faite sous l'émotion, mais qu'aucune conversation réelle n'avait eu lieu entre eux. Les techniciens criminalistes de la police examinèrent cependant immédiatement à nouveau la chambre d'Amy. L'oreiller, qui avait déjà été examiné auparavant, fut envoyé à nouveau pour un examen plus approfondi en appliquant les plus récentes technologies criminalistes de l'année 2023. Le résultat s'avéra d'une importance critique pour les investigations. Un médecin légiste établit clairement des traces de salive de João sur le tissu. L'analyse ADN donna une correspondance absolue. Cela prouva que João avait été dans la chambre d'Amy exactement la nuit où Anna disparut. Sa version selon laquelle il n'avait jamais été dans cette chambre fut complètement réfutée par des preuves physiques. En même temps, s'effondra la version selon laquelle Anna était partie volontairement à cause d'un conflit domestique. Les experts confirmèrent que le moment de la tragédie avait été clairement déterminé et coïncidait avec la fin de l'activité de son téléphone portable. Anna n'aurait pas pu simplement partir cette nuit-là.
C'était techniquement impossible. Ainsi, les enquêteurs commencèrent maintenant à comprendre à quel point avait été significatif le conflit domestique qui, dans les phases initiales des investigations, avait semblé mineur et insignifiant. Le problème du sommeil, que beaucoup auraient considéré comme quotidien, se transforma en conflit principal au sein de la famille. Le somnifère que João achetait régulièrement n'apparaissait plus seulement comme un moyen de combattre l'insomnie, mais comme une tentative de contrôler une situation qu'il ne pouvait résoudre autrement. Le profil psychologique de João fut soigneusement révisé. Il y apparaissait maintenant des signes clairs d'une personne qui tend au contrôle et accepte difficilement les changements dans le style de vie habituel. Les psychiatres établirent que l'insomnie chronique, aggravée par la prise inappropriée de somnifères, pourrait détériorer l'état émotionnel du suspect et le mener à des actions irréfléchies dans un état qui s'approchait d'un état de conscience altéré. Maintenant, toute la logique des investigations était construite autour d'un motif simple, quotidien, mais profondément personnel. Anna n'avait pas seulement décidé de dormir séparément, mais avait réellement reconnu que sa vie et son ordre familial avaient besoin de changement. Sous les conditions de leur relation, que tous considéraient comme idéales, c'était une reconnaissance factuelle de l'échec de la vie familiale. Les enquêteurs comprirent à quel point cela avait dû être douloureux pour João. Jusqu'à la mi-avril, la police avait définitivement formulé une version selon laquelle le motif principal était le refus de João d'accepter la décision de sa femme. Il avait probablement perçu la tentative d'Anna de déménager dans une chambre séparée comme une offense personnelle, comme quelque chose qui menaçait son monde habituel et contrôlé. Cela fut également confirmé par le fait qu'il avait systématiquement, étape par étape, tenté de créer une fausse image du départ d'Anna. Il ne restait qu'à confirmer à quel point les actions de João avaient été conscientes ce soir-là et comment exactement s'était déroulée leur dernière rencontre avant la disparition d'Anna. Jusqu'à présent, le déroulement exact des événements immédiatement dans la nuit de la tragédie était inconnu. Les enquêteurs reçurent seule l'instruction de se concentrer sur la collecte de preuves définitives et de créer une image claire de la dernière soirée de la famille Ferrand. Maintenant, l'investigation s'approchait définitivement de son apogée. L'enquête approchait de sa fin. Les techniciens de police scientifique examinèrent méticuleusement chaque centimètre de la villa Casa da Lagoa. Un maillon important furent précisément ces vis à tôle et le mastic d'étanchéité avec lesquels l'armoire de la chambre d'amis avait été fermement scellée. Extérieurement, cela ressemblait à des matériaux de construction ordinaires, mais l'examen confirma un fait décisif. Les particules microscopiques du mastic d'étanchéité sur les vis à tôle correspondaient parfaitement à celles trouvées dans les emballages que João avait achetés le matin du 4 novembre au magasin de bricolage Leroy Merlin. Les analyses de laboratoire, effectuées avec la plus haute précision, ne laissaient aucun doute. La composition chimique et même les plus petits éclats de peinture correspondaient parfaitement. Cela signifiait une chose. C'était exactement ces matériaux que João avait utilisés lorsqu'il avait soigneusement fermé les portes de l'armoire. Ces achats furent confirmés à la fois par des documents financiers et par des enregistrements vidéo des caméras du magasin, sur lesquels on voyait clairement comment il payait et mettait les achats dans le coffre de sa voiture. Le bracelet Garmin à son poignet ne laissait une fois de plus aucune marge de manœuvre à la défense. L'avocat de João tenta alors de présenter une version alternative, expliquant que les matériaux étaient destinés à la réparation du lit dans la chambre conjugale. Les techniciens de police scientifique examinèrent immédiatement le lit et tous les meubles de la pièce. L'inspection révéla que toutes les parties du mobilier avaient été fabriquées en usine. Pas une seule vis ne montrait de traces de mastic d'étanchéité ou d'échange quelconque. Évidemment, la version de la défense n'était qu'une tentative désespérée de détourner les soupçons. Les enquêteurs examinèrent également soigneusement un autre scénario. Une supposée ancienne réparation de l'armoire elle-même, qui aurait été effectuée auparavant. À cet égard, un autre examen fut effectué qui devait déterminer le moment exact de la réparation et de l'ouverture de l'armoire. La découverte la plus importante fut une empreinte digitale grasse trouvée sur la surface intérieure de l'armoire qui appartenait à João. Cette empreinte était sur une couche de vernis qui avait été appliquée en usine déjà en l'année 2020.
Cela signifiait que l'armoire avait été ouverte pour la première fois maintenant pour effacer les traces. Ainsi, la version d'une réparation antérieure s'effondrait définitivement. Il n'y avait plus de doute. João était celui qui s'était soigneusement préparé et avait tenté d'effacer les traces de ce qui s'était passé, utilisant au maximum les matériaux disponibles et sa connaissance de sa maison. La police et le procureur admirent qu'ils avaient des raisons suffisantes pour porter une accusation officielle. À ce moment, les enquêteurs avaient également convoqué un témoin, la caissière du magasin de bricolage, qui confirma l'achat de exactement ces matériaux par João. Elle se souvenait en détail de l'acheteur et confirma son identité, soulignant le bracelet caractéristique et son comportement. Confiance en soi, mais en même temps un certain hermétisme et de la hâte. Le fait que les matériaux aient été achetés exactement le matin après la disparition d'Anna, ainsi que le fait que le téléphone et les billets aient été utilisés pour créer l'illusion de son départ volontaire, prouva que les actions de João étaient de nature systématique et préméditée. Les techniciens de police scientifique soulignèrent qu'il aurait été impossible de préparer une combinaison si précise de matériaux et d'actions sans intention préalable. João, restant extérieurement calme, ne donna plus de commentaires détaillés sur l'enquête et se confia entièrement à ses avocats. Sa stratégie consistait à nier l'évident et à essayer de discréditer toute preuve technique. Mais il y avait suffisamment de preuves, et chaque nouvel examen ne faisait que renforcer les soupçons contre lui. Les dernières semaines avant la mise en accusation furent utilisées pour la compilation finale de toutes les preuves et la formation d'une image convaincante des événements de la nuit du 3 novembre 2022. Le procureur prépara les documents pour accuser João du délit le plus grave. Les enquêteurs n'avaient toujours pas trouvé le téléphone d'Anna. Cette preuve restait cachée, peut-être pour toujours. Mais même sans cela, les preuves rassemblées pendant de nombreux mois étaient si convaincantes que l'absence d'un élément ne pouvait pas changer la compréhension générale de ce qui s'était passé. Les voisins, qui avaient auparavant évité de faire des commentaires, discutaient maintenant ouvertement de la tragédie. L'atmosphère dans le quartier devint tendue, et beaucoup admirent qu'ils n'avaient jamais attendu un tel tournant des événements. Les gens reconsidérèrent leur attitude envers le silencieux, calme et réservé João, qui s'était soudainement trouvé au centre d'une histoire si cruelle et calculée. Ainsi, la découverte fortuite d'une empreinte digitale à l'intérieur de l'armoire, l'identité des vis à tôle et du mastic d'étanchéité, ainsi que les enregistrements vidéo confirmés des achats, devinrent des preuves décisives qui permirent au procureur de terminer la préparation de l'accusation. L'enquête entra dans sa phase finale et il ne restait qu'une question à l'ordre du jour. L'image finale de ce qui s'était passé cette nuit de novembre. Alors que l'enquête approchait du procès, les spécialistes continuèrent d'examiner soigneusement les traces numériques de João Ferrand. L'un des éléments clés qui soulevait des questions restait le téléphone d'Anna. Pourquoi João ne l'avait-il pas éliminé dans les premières heures après la disparition ? S'il avait si délibérément créé une fausse image du départ. Un tournant dans l'enquête fut l'enregistrement d'une caméra de tableau de bord d'auto, qui provenait de la caméra d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute A2 le matin du 7 novembre. Sur l'enregistrement, on voit clairement la voiture de João, une Volkswagen Golf sombre, garée au bord de la route, près de la côte océanique. Les données GPS du véhicule sécurisé par la police confirmèrent la date exacte, l'heure et le lieu de l'arrêt. Exactement 6 minutes, de 10h34 à 10h40 du matin. Les enregistrements étaient brefs, mais décisifs pour l'enquête. Les enquêteurs adressèrent immédiatement des demandes aux résidents et pêcheurs qui fréquentaient souvent cet endroit. Après les interrogatoires, l'un des pêcheurs se souvint d'un détail important. Exactement à cet endroit, il avait trouvé à la mi-novembre un smartphone Samsung S10. Le pêcheur n'avait pas accordé d'importance particulière à la découverte, car l'appareil était très endommagé et ne fonctionnait manifestement plus, et le rejeta peu après dans l'eau. Le téléphone lui-même ne put être trouvé. Les enquêteurs ne purent pas déterminer l'endroit exact où le pêcheur avait jeté l'appareil. Néanmoins,
Le fait que João se soit arrêté près de la côte et que le téléphone ait été trouvé exactement là fournit une confirmation indirecte significative des actions du suspect. Lors des interrogatoires, João expliqua brièvement et avec assurance « Je ne me souviens pas de ce que je faisais là-bas. Les détecteurs de mensonges étaient illégaux au Portugal et la vérification de la sincérité de ses paroles était techniquement interdite. Mais parallèlement à cette découverte, les enquêteurs découvrirent finalement un autre détail clé qui reliait maintenant directement João au motif d'un crime possible. La police demanda les dossiers médicaux du suspect et trouva des preuves importantes qui furent confirmées par un psychiatre. Une semaine avant la tragédie, le 27 octobre, João avait consulté un psychiatre pour une insomnie chronique qu'il ne pouvait surmonter même avec des médicaments forts. L'entrée dans le dossier médical disait textuellement « Patient extrêmement irrité, se plaint de ne pas pouvoir dormir à cause des forts ronflements de sa femme, décrit son état comme proche du désespoir et de l'effondrement. » Exactement cette phrase avait été soulignée par le psychiatre et fut incluse dans le rapport pour le tribunal. Ainsi, le problème de sommeil, qui avait précédemment semblé un détail quotidien insignifiant, obtint maintenant le statut officiel de circonstance motivante. L'insomnie chronique n'était pas seulement une plainte de santé, mais devint un facteur réel qui aggrava l'état de João, influença ses actions et put même le pousser à des actes extrêmes. Au tribunal fut présenté un rapport psychiatrique détaillé du suspect. Les experts soulignèrent sa tendance au contrôle, son irritabilité soigneusement cachée et son instabilité émotionnelle croissante. L'insomnie, combinée aux médicaments qu'il prenait régulièrement, pouvait mener à des actions imprévisibles et à la tentative de contrôler une situation devenue insupportable. Les enquêteurs découvrirent également que João montra des signes de panique lorsqu'il tenta de contrôler la situation après la disparition d'Anna. Il aurait pu facilement se débarrasser du téléphone immédiatement, mais au lieu de cela, il le conserva pendant presque une semaine, envoyant des messages, et maintenant, l'illusion de son voyage. Possiblement était-ce une tentative de garder le contrôle, de se convaincre lui-même et les autres définitivement de la véracité de l'histoire qu'il avait créée. Seulement plus tard, quand il réalisa que le téléphone était devenu une preuve trop dangereuse, João tenta de s'en débarrasser. Ainsi, toute la chaîne d'action du suspect semblait maintenant logique et cohérente. L'impulsion initiale, la panique qui suivit, la création planifiée d'une trace numérique et finalement la tentative déjà plus tout à fait réussie de se débarrasser de la preuve clé. Le téléphone qui disparut dans l'océan devint le symbole de la dernière erreur, commise dans un état de stress et de panique. Les enquêteurs constatèrent les preuves techniques, le rapport psychiatrique, les témoignages de témoins et les protocoles d'interrogatoire coïncidaient complètement. Le parquet prépara les documents pour l'accusation définitive devant le tribunal. Malgré la pleine confiance de la défense de João qu'une intention directe ne pouvait être prouvée, les preuves ne laissaient pas de place pour d'autres interprétations des événements de cette nuit. Les voisins changèrent définitivement leur opinion sur l'homme précédemment silencieux et réservé, reconnaissant à quel point la réalité peut différer de ce qui est montré aux gens. L'affaire Ana Ferran devint un exemple frappant de comment des problèmes quotidiens apparemment insignifiants peuvent mener à une profonde tragédie personnelle. Dans la salle du tribunal de district de Setúbal régnait un silence absolu. Le juge lisait de manière monotone le résumé de l'accusation définitive préparée par le parquet. Sur le visage de l'accusé João Ferran, aucune émotion n'était reconnaissable. Conséquent, sec et clair, le procureur assembla tout le mosaïque de centaines de détails qui avaient été découverts pendant l'enquête. La mort d'Ana Ferran fut datée officiellement par le médecin légiste approximativement à 2h30 du matin, le 3 novembre 2022. Exactement à ce moment, son téléphone portable cessa d'envoyer des signaux. L'examen technique établit une coïncidence précise à la minute près. La cause de décès était sans équivoque, asphyxie, causée par impact externe sur les voies respiratoires. L'examen médico-légal confirma que l'arme du crime était un oreiller ordinaire de la chambre d'amis, sur lequel furent trouvées des traces biologiques des deux époux. Le profil génétique coïncidait complètement. Après l'acte, João agit froidement et de manière cohérente. Le matin du 4 novembre, il alla au magasin de bricolage Leroy Merlin, le plus proche, et acheta du mastic d'étanchéité et des vis à tôle,
ce qui fut confirmé par le reçu de caisse et les enregistrements vidéo. Les matériaux furent utilisés pour cacher définitivement les traces et l'odeur de ce qui s'était passé. Le corps d'Anna fut placé dans l'armoire de la chambre d'amis, dont les portes furent soigneusement fermées et scellées. Alors João commença à créer l'illusion du départ de sa femme. Depuis l'ordinateur familial, il acheta un billet de bus pour Lisbonne au nom d'Anna et laissa une trace numérique qui confirmait supposément son voyage volontaire. Les enregistrements vidéo de la gare routière montrèrent que c'était exactement lui, avec le bracelet Garmin caractéristique au poignet, qui mit en scène l'embarquement puis se débarrassa discrètement du billet. 2 jours après la disparition d'Anna, il commença à envoyer des messages depuis son téléphone pour créer l'illusion que sa femme se trouvait dans une retraite à Lisbonne. Le téléphone lui-même fut plus tard jeté dans l'océan et malgré les déclarations des pêcheurs, l'appareil ne put être trouvé. Un maillon décisif fut le rapport du psychiatre. Il montra, sur une période de 5 ans, João s'était adressé systématiquement aux médecins pour insomnie chronique sévère. Comme raison principale, il mentionnait les ronflements d'Anna qui le menaient au désespoir. Une semaine avant l'acte, il vint à un rendez-vous où il déclara ouvertement qu'il n'était plus capable de faire face aux problèmes et avait le sentiment d'être au bord d'un effondrement. Tous ces faits ensemble donnèrent une image complète de ce qui s'était passé cette nuit. João, incapable de contrôler plus longtemps son état et saisi par une profonde irritation et un désespoir, étouffa Anna dans la nuit du 3 novembre pendant son sommeil avec un oreiller qui se trouvait dans la chambre d'amis. Les preuves montrèrent qu'il agit intentionnellement, puis organisa froidement la dissimulation et la mise en scène de sa disparition volontaire. L'avocat de João tenta d'obtenir une requalification de l'affaire, insistant qu'il s'agissait d'un homicide sous le coup de l'émotion. Cependant, le tribunal rejeta cette demande et se référa à l'achat préalable de mastic d'étanchéité et de Visatol, ce qui prouvait une intention préalable. La dernière tentative de la défense de pointer vers un possible suicide de la femme fut rejetée par tous les experts, qui exclurent complètement une telle possibilité. Le juge annonça brièvement la sentence. 19 ans de privation de liberté. João reçut la sentence sans émotion visible. Son comportement correspondait complètement au profil psychiatrique présenté au tribunal. Un homme contrôlé, extérieurement calme et absolument introverti. Le téléphone d'Anna ne fut jamais trouvé, mais le tribunal souligna séparément que son absence n'affectait en aucune manière l'intégralité des preuves. Tous les éléments essentiels du crime avaient été déterminés et confirmés. Le motif était clair et avait pour base une histoire de plusieurs années de problèmes domestiques qui s'intensifiaient. Ce jour-là, le tribunal ferma officiellement l'affaire Anna Ferran. Il ne resta qu'une brève formulation sèche dans les archives de la procédure pénale et une ligne courte dans la base de données policière. Crime élucidé, coupable condamné.